Et je remercie les organisateurs de ce colloque, non Daniel Méo, de me permettre de parler aujourd'hui d'un artiste qui m'intéresse particulièrement, qui s'appelle Jonas Delay. Je constate que je n'ai pas écrit son nom sur le PowerPoint, donc vous serez obligé de chercher sur Internet pour savoir ce qu'il en est. Donc, s'il est désormais entendu que nos environnements d'existence se font et se défont, prennent forme et se déforment au gré des activités humaines qui les agencent directement ou les affectent indirectement par leurs lointaines conséquences, comment ces activités industrieuses pourraient-elles ne pas s'immiscer et perturber le geste artistique dont le sens est de témoigner et d'éprouver les possibilités d'un rapport sensible et immédiat au monde ? Si la communauté humaine est effectivement devenue une force géologique de premier ordre, comment les productions artistiques, fragments composés à partir de la matière que leur offre le réel, ne seraient-elles pas aussi modifiées par une telle force ? La conscience écologique repose fondamentalement sur une sensibilité à des troubles, des déséquilibres, d'autant plus périlleux qu'ils appartiennent à une échelle qui échappe le plus souvent à notre activité perceptive, qu'ils ne se donnent pas à voir immédiatement, qu'ils ne nous atteignent que par le biais de données chiffrées sans effet notable sur notre activité sensible. Jonas Delay, parmi bien d'autres praticiens, développe une activité plastique qui, à sa manière et en son lieu, s'efforce de nourrir et de travailler cette sensibilité à l'environnement, sans laquelle il est illusoire d'espérer quelques changements dans nos habitudes et nos usages du monde. Formé à l'École des Beaux-Arts de Lorient, sa production artistique se décline dans plusieurs directions, installation, performance, photographie ou vidéo. La question de l'empreinte est centrale dans son travail, dont le sens est toujours d'éprouver un milieu, c'est-à-dire d'abord de le vivre pleinement, en l'articulant à une expérience dans laquelle il sera conduit, en tant qu'artiste, dans cet environnement, à produire ses propres traces et à s'y transfigurer. Cette pratique, développée par Jonas Delay, peut se caractériser dans les termes d'une poétique du résidu. Si les résidus sont, dans les expériences à caractère scientifique, ce qu'il reste d'une mise à l'épreuve de la matière, éprouvée par un appareillage dédié, l'acte artistique peut les solliciter en amont de lui-même pour construire cet appareillage même, qui va produire la mise à l'épreuve de cette matière. Dans cette perspective, il est possible de travailler avec les effets, avec ce qu'il reste d'une activité humaine extrinsèque, et de chercher à restaurer un lien avec un paysage ou une nature blessée par cette activité même. La présente communication voudrait montrer comment plusieurs productions de Jonas Delay permettent d'instruire cette poétique du résidu. Le propos s'élabora autour de trois notions qui s'impliquent les unes les autres. Celle d'environnement, évidemment, dont tout le monde va sans doute parler d'une manière ou d'une autre. La notion d'outil, par lequel l'artiste s'accorde à cet environnement ou pas. Et enfin, le type d'attention que cet accord permet de libérer. Il s'agira notamment de comprendre comment l'outil, inventé dans le milieu et réalisé au moyen de ce que fournit ce milieu, peut se mettre au service, non pas d'une capture du réel, mais d'un redéploiement de la lecture, au sens de la philosophe Simone Weil, qui sera ma seule référence théorique, par souci de parité genrée, de lecture de ce réel, opéré au moyen d'une patience de l'attention. Ça va, c'est assez clair ou... je vais parler vite parce que je pense que je vais aussi parler plus fort. Donc la question du milieu sera mon premier point. Et plus généralement celle de l'environnement, qui est, comme je disais, centrale dans les travaux de Jonas Delay. L'approche plastique que développe cet artiste vise moins à produire des images de l'environnement qu'à en susciter des traces, à en explorer des potentialités. Si l'attention à l'environnement est ce que vise à soutenir ou à entretenir l'acte artistique, elle est aussi ce que ce dernier requiert quant à son propre commencement. Au commencement, donc, il y a toujours, pour Jonas Delay, une immersion dans un espace, la fréquentation d'un lieu. À ce titre, la recherche artistique n'est jamais que le prolongement d'une dimension fondamentale de notre être au monde pour cet artiste. Il n'y a pas de faire qui ne soit rendu possible par un habité préalable. L'œuvre produite est intimement attachée au paysage dans lequel elle s'élabore et trouve ses moyens de réalisation. Ce qui rend la démarche de Jonas Delay particulièrement sensible tient à ceci qu'elle nous rappelle qu'il faut se tenir au milieu des choses, qu'il faut se déterminer à entrer dans un faisceau ou un foyer de relations pour que nos propres gestes puissent s'éveiller à eux-mêmes et atteindre l'environnement dans lequel ils s'insèrent pourtant. La création artistique, telle que l'envisage Jonas Delay, prend ainsi directement fond sur cette notion de milieu. Toujours en situation, engagé dans cette situation, il faut commencer par évaluer la convenance possible entre un geste et l'espace dans lequel il va tenter de frayer, par éprouver la manière dont vont pouvoir venir l'un à l'autre ce geste et l'espace qu'il tente d'explorer. Cela veut dire aussi que l'artiste ne peut pas tout faire dans l'espace qu'il traverse, ni tout ce qu'il veut,
que son geste doit être adapté et proportionné à l'environnement dans lequel il prend place. À ce titre, la production artistique n'est pas une finalité, elle est plutôt une manière d'expérimenter cette convenance avec le milieu, de questionner les chemins par lesquels ce milieu peut être une condition d'existence du geste qui tente de l'atteindre. Donc cette distinction entre finalité et condition, l'accent mis sur la condition plutôt que sur le résultat visé, sont mis en exergue dans un court fragment de texte rédigé par Simone Weil sous le titre « Esquisse des principes d'une science nouvelle », fragment de texte rédigé en 1941, qui tient sur une demi-page, donc je vous invite à le lire si vous en avez l'occasion. Convenance, écrit-elle, n'est pas finalité. La notion de condition d'existence est plus proche que celle de finalité de la notion de convenance. La phrase est bizarrement construite, donc je pense que vous n'avez rien compris, mais c'est pas grave. Et bien plus rigoureuse. S'il n'était pas vrai que, point de suspension, il n'y aurait pas de physique, parce que l'homme, et en particulier le physicien, n'existerait pas. C'est cette même notion de condition d'existence, découverte par Darwin, rappelle ailleurs Simone Weil, qui permet de comprendre que la fonction n'est pas la cause de l'organe, comme pourrait l'affirmer une explication finaliste de la constitution animale, mais l'effet de cet organe et de sa présence au milieu. Elle dépend intégralement des conditions d'existence du corps des membres par lesquels elle se réalise comme fonction. Quelque chose que vous trouvez dans un texte de Simone Weil qui s'appelle « Y a-t-il une doctrine marxiste ?» La réponse est non, si vous vous posiez la question. En une formule brève, Simone Weil signale l'évidence qu'il y a dans la thèse de Darwin. Je cite, « Il est étonnant qu'il y ait des animaux, mais dès lors qu'il y en a, il n'est pas étonnant qu'il y ait correspondance entre leurs organes et la nécessité de leur vie, car autrement, ils ne vivraient pas. » De la même manière, pourrait-on dire, la production artistique, l'œuvre réalisée, n'est pas la finalité de cette insertion préalable dans un milieu, elle en est le résultat ou l'effet. Sa forme, sa texture, sa temporalité vont dépendre en grande partie des conditions que vont lui offrir ce milieu, directement mis à contribution dans le processus de fabrication de l'œuvre, même si assurément cette œuvre réalisée dépend aussi des moyens exogènes introduits dans le milieu par Jonas Delay lui-même, en l'occurrence le plus souvent des surfaces photosensibles, puisqu'il s'intéresse à la question de l'empreinte. Cette recherche de la place juste dans un milieu donné, et parfois dans un milieu qui porte la marque de la violence dont il a été le théâtre, peut prendre de multiples formes. La pièce qui s'intitule « Ces oiseaux de mort » se présente sous la forme d'une installation vidéo. Des obus collectés sur un terrain dédié à l'aviation militaire sont disposés le long d'un écran qui accueille l'image, d'abord fixe, d'un château de sable édifié derrière une cible militaire. Vous voyez le château, mais vous ne voyez pas la cible. Il s'agit en fait d'une boucle vidéo qui se déclenche de manière régulière, mais néanmoins aléatoire, toutes les quinzaines de minutes, et dans laquelle on voit les impacts du bombardement d'un terrain d'expérimentation militaire, et conséquemment la destruction de ce château de sable, comme vous pouvez le voir. Hop, ça, c'est les obus. Le milieu qui pourrait être ludique, un terrain de jeu, et qui a été habité dans ce sens, se manifeste d'abord par sa grande fragilité. L'impact de cette activité guerrière sur l'environnement peut être capté et restitué de manière frontale. Le sens de cette activité étant précisément d'abîmer le paysage, d'atteindre ce qui s'y trouve dans sa fragilité intrinsèque. La convenance recherchée, comment est-ce que je peux habiter une étendue de sable, sinon en y faisant des châteaux de sable, cette convenance donc est portée à sa propre impossibilité. Ce qu'il convient alors d'exposer, c'est ce qui entrave toute possibilité d'habiter le territoire. En l'occurrence des obus, c'est pas très confortable. Dans Affût, il s'agit à l'inverse de produire une situation de traque impossible, de jouer de la proximité structurelle entre un observatoire ornithologique et un poste d'affût de chasse. Un affût flottant, fabriqué avec des pièces de bois et des végétaux glanés au bord d'une rivière et équipé de flotteurs, est placé au milieu d'un marais, à Soujal, dans Ille-et-Vilaine, c'est-à-dire en Bretagne. Des sténopées sont placés au niveau des fenêtres d'observation. Au cœur de cet abri végétal, Jonas Delay, immergé sous l'eau, attend que des oiseaux se posent quelque part, en se donnant pour objectif volontairement impossible à atteindre d'en produire une image. Le temps d'exposition de l'image, long, fait qu'il est peu probable, sinon tout simplement impossible, que l'oiseau reste dans le cadre lorsque la surface photosensible imprime les formes du paysage. Je vous en montre quelques images. Le processus de production plastique est aussi, sinon prioritairement pour Jonas Delay, un moyen d'observer le paysage, d'y occuper une place en y réduisant autant que possible les effets sensibles de sa présence pour permettre à son habitat naturel de s'y manifester pleinement, même s'il ne peut pas l'attraper avec son appareil. Voilà, quelques images. Tout ça, vous le retrouvez sur Internet. Vous aurez le temps de les regarder longuement. Jusqu'ici, tout va bien.
je suis perdu. Que l'accent ne soit pas du tout mis sur la réussite de l'acte visé, faire l'image d'un oiseau, mais de voir ce que peut produire l'échec de cet acte, à savoir une photographie de paysage, montre de manière concrète un type de réponse qui peut être apporté aux crises actuelles et aux logiques d'efficience qui en favorisent l'avènement. Contrarier l'idéologie de la réussite en proposant des situations d'existence, de présence au paysage qui se réalisent et se produisent comme l'expérience de leur propre échec. Cette forme d'attention accidentelle ou involontaire au paysage fait que l'environnement impose sa présence, préservée dans son équilibre, parce que la fonction artistique s'y trouve au milieu, mais comme soustraite à sa propre place, comme perdue dans sa propre impossibilité. Réciproquement, cette recherche d'une place dans l'environnement, permettant de n'avoir plus d'incidence sur la vie de la faune, en l'occurrence aviaire, donne paradoxalement lieu à la production d'une image de la raréfaction de cette faune, qui est au cœur des questions qui occupent ce colloque. Je passe à mon deuxième point, les moyens de voir. Pour comprendre plus précisément comment l'environnement concourt à produire l'image qui va en être faite, il convient de s'arrêter à la question de l'appareillage, de l'outil par lequel se produit cette insertion du corps dans le milieu. Simone Weil, encore une fois, a montré comment l'outil se donne toujours comme un moyen de rencontrer le monde. Dans les notes préparatoires à un cours donné au Puy-en-Velay, Simone Weil rappelle en ce sens que le monde nous est d'abord un obstacle et que nous devons, pour le percevoir, outiller notre perception, ce que nous commençons toujours à faire au moyen de notre propre corps pour affronter cet obstacle. Je cite, « Le monde est pour nous un obstacle, mais nous ne le connaissons qu'autant que nous le rencontrons. L'homme fait de son propre corps un outil, et c'est cela la perception. Dans le rêve, c'est parce qu'il n'y a pas la nécessité que nous sommes impuissants. Le réel et la nécessité, c'est la même chose. L'homme a le choix entre subir la nécessité ou la saisir. Celui qui l'a subi ne connaît pas le monde. » Fin de citation. C'est dans son contact avec ce qui résiste, ce qui fait obstacle, que le monde se donne donc à percevoir. Et c'est toujours dans la médiation des outils que nous nous donnons pour l'appréhender que cette perception s'organise. Pour Simone Weil, il n'y a pas de perception possible du monde qui nous passe par un appareillage, qu'il soit sommaire ou complexe. La philosophe prend souvent l'exemple du bateau, qui n'est pas seulement ni essentiellement un moyen de locomotion, mais un instrument à déchiffrer le climat. Confrontés à la tempête, exemple qu'on retrouvera tout à l'heure si j'en ai le temps, les passagers d'un bateau subissent les éléments qu'ils peinent à percevoir quand le capitaine, par la position qu'il occupe et son savoir-faire, voit son attention complètement ordonnée à la navigation, perçoit dans le climat des issues et des conduites possibles. L'esprit, écrit Simone Weil dans les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, est impuissant à se reconnaître dans les remous innombrables que forment en pleine mer le vent et l'eau. Mais si on place au milieu de ces remous un bateau dont voiles et gouvernails soient disposés de telle ou telle manière, on peut faire la liste des actions qu'ils peuvent lui faire subir. Tous les outils sont faits ainsi, d'une manière plus ou moins parfaite, comme des instruments à définir les hasards. Fin de citation. Les dispositifs développés par Jonas Delay sont des outils au sens ici exposé par Simone Weil. Ils permettent de signaler le type d'attention, les manières d'être et d'habiter induites par une situation donnée. Cette compréhension de la situation par l'outil est d'ailleurs parfois radicalisée, puisque ce sont les situations, les environnements explorés eux-mêmes qui fournissent la matière au moyen de laquelle vont être élaborés les outils permettant d'en percevoir certains aspects. Aussi, le ressort technique auquel s'attache la pratique plastique de Jonas Delay n'est pas étrangère à une forme de tâtonnement et d'incertitude, puisque la part exploratoire propre au processus artistique qu'il développe engage jusque et y compris la composition des instruments avec lesquels les phénomènes sont finalement attrapés et perçus. Ce qui est, selon Simone Weil encore, une manière d'éprouver dans le vif et en acte la fertilité des lieux, encore capable de donner cela même qui les blesse et les défigure. Le monde, écrit Simone Weil, est trop fertile en situations dont la complexité nous dépasse pour que l'instinct, la routine, le tâtonnement, l'improvisation puissent jamais cesser de jouer un rôle dans nos travaux. L'improvisation et le tâtonnement jouent pleinement comme des modes opératoires, des révélateurs de la potentialité des espaces, qui apportent avec eux les moyens dont il faut se saisir pour s'y accorder et en révéler la fécondité. La fabrique de sténopées à partir de matériaux, débris, résidus trouvés sur des lieux pratiqués, procède de cette intuition. Ah, il y en avait une autre. La production intitulée Chantir, réalisée en 2011-2013, a ainsi consisté en l'élaboration d'un appareil sténopé construit à partir de résidus de cibles, de fragments d'obus et d'eau d'animaux morts, sans doute collectés sur la même champ de tir que celui de la pièce qui s'appelle Ces oiseaux morts. La structure de l'appareil se présente comme un squelette, bientôt recouvert par une carapace plastifiée.
L'appareil n'est pas seulement un outil pour photographier l'espace, mais aussi un moyen d'exhiber les résidus dont il est émaillé, résidus qui vont à leur tour participer à une mise en visibilité de l'espace. Dans ce jeu de correspondance et de résonance entre le moyen, le sténopé, et la fin, l'image produite, parce qu'il y en a, entre l'outil et le lieu auquel il s'articule, dans ce jeu de correspondance, l'espace se donne à voir dans la facture même de l'appareil qui le matérialise, et cet appareil se donne à voir dans l'espace qu'il imagine. Il n'est pas anodin, en effet, c'était incompréhensible ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Il n'est pas anodin, en effet, que dans les diapositives réalisées par Jonas Delay, la structure osseuse du sténopé apparaisse dans le champ de l'image, comme on peut le voir ici. Au tout premier plan, l'outil s'intercale en lui-même entre le paysage et la pellicule qui l'accueille pourtant. Il y a un retour à soi et en soi de cet outil, présent à même l'image qu'il fabrique, au lieu que la technique standardisée de la photographie tend à s'absenter des images qu'elle permet de produire. Pas toujours, heureusement. Cette prégnance sensible de l'outil concrétise l'idée qui traverse toute la pratique de Jonas Delay, selon laquelle il ne s'agit pas simplement de voir un espace, mais de voir au moyen de cet espace, comme si le paysage pouvait devenir à lui-même son propre médium. Le sténopé devient symboliquement un organe, un membre du paysage lui-même qui se perçoit à travers lui. Hop, voilà, ça c'est les résidus. Une autre pièce qui procède de la même intuition permet d'accéder plus directement à la réflexion aux problématiques de l'Anthropocène. Réalisée en 2012, Autovia se présente elle aussi, cette pièce, comme un sténopé conçu à partir de débris collectés sur une autoroute en construction entre Gijón et Celanova en Espagne. L'un des ressorts de cette pièce consiste à mettre cette autoroute et les notions de vitesse et d'efficacité de la circulation dans l'espace en tension avec un mode de présence au monde qu'elle rend impossible, la lenteur, la flânerie, le glanage, etc. En élaborant cet appareil, qui lui aussi implique sa propre matérialité dans les images qu'il fabrique, l'enjeu est de contraindre symboliquement cet axe autoroutier à marquer un temps d'arrêt pour observer, à partir de cette prothèse qui lui est associée, les maisons devant lesquelles il passe pour considérer les itinéraires qu'il déporte et les vies qu'il bouleverse. Ça c'est l'appareil, et ça c'est les photos qui sont prises depuis l'autoroute, donc avec cet appareil. J'en ai quelques autres. L'effet de contre-plongée, le sentiment de flottement que suscitent ces images, entre la netteté de la structure qui apparaît dans le premier plan là encore et la tendance au flou qui caractérise le motif photographié, nous donne accès à un état du monde qui là aussi pourrait constituer une ébauche de réponse aux préoccupations écologiques du moment, ralentir, lever le pied, suspendre un mouvement de fuite en avant caractéristique du rapport purement utilitaire et fonctionnel aux espaces. Il s'agit de donner notre attention au monde tout simplement. Il est significatif par ailleurs que ce projet réalisé dans le cadre d'une résidence de création à Sommed se soit accompagné de marches à pied menées le long de l'autoroute qui ont conduit le Jonas Delay à rencontrer les habitants qui voyaient leurs conditions d'existence soudain transformées par ce chantier. Et je passe à mon troisième point. La démarche plastique de Jonas Delay pourrait être appréhendée à partir d'une seule et unique notion, là encore centrale dans la philosophie de Simone Weil, le concept d'attention. Dans un film intitulé Golem, dont je vous propose tout de suite de regarder un extrait, comme ça me permettra d'être en retard comme prévu, mais je m'arrêterai avant la fin, vous rassurez. Je mets juste le début. Je vois des papiers, un ticket jaune, une carte, un ticket de loto. Je vois un gobelet en carton qui pourrait devenir un chapeau. Je vois un ticket de caisse, 3,74 €. Un sachet de Kinder Bueno White. Je vois du noir et du blanc, des formes géométriques. Je vais rejouer la voix off pour vous, parce que je n'aurai pas le temps de vous montrer le film en entier, qui ne dure que 4 minutes, mais que vous trouvez sur Internet. Donc dans ce film intitulé Golem, réalisé au cours d'un atelier de création mené pour un public scolaire d'Aubervilliers, avec la collaboration du BAL à Paris, la question de la découverte et de la perception du territoire est encore extrêmement prégnante, mais elle est vue au prisme d'une attention à l'environnement qui organise tout le mouvement du film. Le premier plan de ce film que je vous ai montré nous montre un enfant ramassant des papiers jetés au sol avec lesquels elle forme, cet enfant, une boule qu'elle fait rouler sur le sol. Ce motif de la boule en mouvement va se relancer constamment tout au long de ce court film,
en nous mettant en présence de matière qui relève de plusieurs règnes, le papier, des pierres plus ou moins grosses et rondes, ou un amas de branches enfin assemblées sur une structure sphérique. J'ai dévoilé la fin du film que vous allez peut-être voir. Conjointement à ce mouvement des sphères qui traverse le film, des voix enfantines égrènent une liste de choses vues et rejouent le glissement des déchets vers des matières végétales. Pardon. Je vois des papiers, un ticket jaune, une carte, un ticket de loto, etc. etc. Dans la mythologie juive, le golem est un être d'argile non formé, encore embryonnaire. Le terme est un apax dans l'Ancien Testament, puisqu'il y figure à une seule reprise, au verset 16 du psaume 139, « Mon embryon, mon golem, tes yeux le voyaient ». Avec cette évocation du golem, le regard de Dieu devient significatif de la possibilité de se rapporter à un réel, comme à une forme encore provisoire, engagée dans un devenir susceptible de s'épanouir diversement au cours de sa formation. Ainsi en va-t-il du déchet ou de cette pierre d'argile appelée à devenir végétale ou matière d'un jardin luxuriant, ce que vous ne pouvez comprendre que si vous regardez le film en entier, et je m'en excuse. Au-delà des intentions pédagogiques et formatrices de ce très court film, les enfants sont eux-mêmes des êtres embryonnaires appelés à s'épanouir dans de multiples directions possibles. Golem met ainsi au cœur du film le type de rapport qu'il requiert en tant que film, un exercice d'attention, un effort de structuration, une tentative pour entrevoir ce que peut ou ce que va devenir une forme donnée. Or, ce travail qui consiste à prêter attention jusque et y compris à ce dont notre attention, dédaigne ordinairement, les rebuts, les emballages, les gravats, etc., est la première étape d'une transfiguration possible du monde dans lequel nous vivons. Énoncer ce que l'on voit, c'est se donner les moyens de voir au-delà de ce que l'on voit, c'est se donner les moyens de voir davantage qu'une matière sur laquelle notre perception commence par s'arrêter. C'est ce que montre Simone Weil avec une acuité remarquable dans un texte qui s'appelle « Réflexion sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu », où elle souligne que l'attention est d'abord une manière de se rendre disponible à l'espace, à l'objet, ce qui requiert de se transformer en soi intérieurement. Le fait de passer plusieurs heures, dit-elle, devant un problème, en l'occurrence un problème de géométrie, fait que l'on ne parvient pas à résoudre, est toujours fécond, dit-elle, car ce temps dédié à la seule attention agit sur nous de manière soustraite, mais néanmoins efficace. Je saute la citation de une demi-page que j'avais prévue. Oui, j'arrive. Je vais respecter le temps, ne vous inquiétez pas. Donc, au-delà du seul régime des exercices scolaires, prêter attention à une situation, à un espace dans lequel on ne voit pas d'issue manifeste, c'est malgré tout y progresser, car ce qui en nous va nous permettre d'en sortir ne nous est pas encore accessible, mais a néanmoins avancé, dit Simone Weil. Toute la question, évidemment, est celle d'être capable de mettre en œuvre une attention véritable, qui est en soi plus profitable que de trouver la solution aux exercices auxquels elle s'applique, au point que Simone Weil souligne, à juste titre, qu'il faut étudier, je dis ça pour les étudiants qui sont présents, sans aucun désir d'obtenir de bonnes notes, de réussir aux examens, d'obtenir aucun résultat scolaire, dans la mesure où c'est l'échec consécutif à une attention totale et appliquée qui est riche, et non la réussite que nous ont donné nos aptitudes naturelles. L'attention seule peut nous accorder à ce qui nous dépasse, soit parce que cela nous reste hermétiquement extérieur, comme n'importe quel objet commence par l'être de facto, soit parce que cela est grand et plus grand que nous. Ces réflexions de Simone Weil débordent assurément le seul cadre théologique et mystique qu'elle se donne, car toute faculté d'attention est corrélative d'une apparition de l'objet sur laquelle elle agit, il y va dans cette attention d'un travail de lecture sur le réel, et c'est pleinement ce qu'engage, à mon sens, ce petit film d'atelier que propose Jonas Delay dans ce film. Le film lui-même devient un outil et une manière de se rapporter au monde dans laquelle une attention se libère pour permettre d'entrevoir au-delà et de se saisir des résidus qui blessent et abîment le paysage. Il y va d'une forme atelier, j'abrège beaucoup, je suis désolé, qui est un pur travail de lecture au sens de Simone Weil. Toute lecture est un apprentissage, dit-elle, un apprentissage de signification qui nous permet de changer notre manière de nous rapporter aux choses, au monde, et d'y trouver des issues. Cette notion de lecture sur laquelle je ne peux malheureusement pas m'attarder
me semble pertinente pour appréhender la question des crises climatiques, des déséquilibres écologiques, etc., dans le sens où ça... c'est difficile, excusez-moi. Dans le sens où ça nous permet de transformer notre rapport aux choses et aux êtres qui nous entourent, alors même que ces choses et ces êtres ne se donnent pas de manière sensible et évidente. Je pense que je suis devenu complètement incompréhensible à la fin, mais ce sera le dernier mot. Il reste 25 secondes pour que je souffle un peu. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour cette analyse très dense à travers le travail de Simone Weil. Je trouvais quand même extrêmement intéressant, notamment la manière dont vous utilisez les concepts d'environnement, de milieu, d'outils, d'attention. Donc je passe d'abord la parole à l'audience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir, poser une question? C'est ça? Voilà, je peux faire passer le micro. J'ai une question parce que vous parlez de l'usage des déchets dans l'œuvre de cet artiste que j'avais pas la chance de connaître d'ailleurs, que j'ai découvert. Et donc s'il y a déchets, il y a aussi la notion de recyclage. Est-ce qu'il est aussi à l'endroit de l'histoire de l'art moderne et contemporaine sensible au principe de recyclage? Parce que quand on voit les travaux que vous avez montrés, il y a des clins d'œil très appuyés à d'autres œuvres. Entre autres, quand j'ai vu la circulation de cette boule, là, on pense à tout ce qu'ont pu faire les artistes sud-américains comme Gabriel Roscoe et puis cet artiste belge là, installé au Mexique, Francis Alice, je crois. Il y a aussi ce point de complément, j'ai envie de dire, recycler les formes, mais aussi recycler les attitudes artistiques à l'endroit des formes. Sans doute. C'est votre idée, donc je vous en donne la paternité. Mais oui, évidemment, enfin, de toute façon, c'est un travail de collecte. Et il y a aussi une collecte qui se joue à l'endroit nécessairement de l'héritage qui nous constitue quand on est plasticien. Donc sans doute que oui, sans doute qu'il y a des clins d'œil à certaines dynamiques de l'histoire de l'art. Personnellement, j'ai tellement pas les compétences d'historien pour en parler que je préfère. C'est pas quelque chose qui cite, c'est pas quelque chose qui revendique. Il le revendique pas spécifiquement, mais c'est sans doute présent de manière nécessaire. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, ouais. Parce que c'est un artiste qui se nourrit d'autres artistes. Donc, mais oui, c'est... Oui, donc je trouvais ça très intéressant ce travail photographique, mais j'ai une question qui me trouble et peut-être qu'on peut y apporter une réponse, c'est l'utilisation par l'artiste d'une technique qu'il revendique comme les sténopées. Déjà, ce qui est très intriguant, c'est l'utilisation de sténopées couleurs, donc la difficulté dont on connaît la difficulté en fait d'obtenir ce type de choses. Et d'autre part, j'ai l'impression que ce qu'il appelle sténopée, ça n'en est pas parce que les images qui sont produites en fait sont des images qui sont obtenues avec une lentille. Est-ce que, parce qu'ainsi il y a plusieurs plans en fait, on voit le premier plan qui est net et on voit l'ensemble des autres plans qui sont flous. Alors est-ce qu'il les retravaille après coup ces images? Enfin c'est juste pour moi une question. Sachant qu'en plus il utilise des sténopées qui ont un format très important, donc 50 par 30 je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il dit de son usage de cette technique, sachant effectivement que ce qu'il photographie et ce qu'il veut démontrer et ce qu'il met en place comme dispositif, c'est... on est très étonné de voir qu'il utilise la sténopée pour arriver à ces fins-là. Si sténopée il y a, parce que j'ai l'impression que ça n'en est pas, mais qu'il utilise le terme pour vouloir dire autre chose peut-être. Je ne saurais pas techniquement, je ne saurais pas dire, mais je ne crois pas qu'il y ait de lentilles dans la mesure où, en tout cas, c'est ce qui est énoncé par l'artiste lui-même quand on questionne sur le sujet. Tout est fait avec ce qui est trouvé sur le lieu, en fait. Oui, et les images sont obtenues avec une lentille. Ça, on le voit parce qu'il y a en fait une profondeur de champ qui admet en fait des premiers plans qui sont nets, des seconds plans qui sont plutôt dans le lointain flou. Donc on ne peut pas l'obtenir par le mode du sténopée. C'est pas grave, je me disais peut-être que lui, il
il a un c'est discours peut-être, ouais. techniquement sur ça. Est-ce que ça veut dire Je lui poserai la question, j'avoue que je ne sais pas, Ouais. je sais pas répondre. Ou alors il utilise le mot sans savoir ce qu'est une sténopée, ce qui m'étonnerait quand même. Oui, je pense qu'il sait de quoi il parle. Mais je lui demanderai. Ouais, ouais. Je dirai. Oui, une petite question. Vous parlez donc de Simone Veil. L'artiste revendique lui-même cet échange Non, pas avec du Simone tout. Veil. Non, C'est pas vous du qui tout. le Oui, mettez c'est moi qui l'ai introduit. Ouais. D'accord.